Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur à quelle fréquence faut-il avoir des rapports pour tomber enceinte. Et je vais te donner ici le fruit de mes investigations parce que je me suis moi-même posé la question. Donc on va déjà commencer par ce que m'a dit ma gynécologue tout simplement. Alors les gynécologues du coup ils recommandent d'avoir des rapports réguliers, surtout pendant la période fertile. L'idéal serait même d'avoir un rapport le jour d'avant l'ovulation et le jour de l'ovulation pour maximiser tes chances de grossesse. L'ovule vit environ 24 heures et 2 jours pour les spermatozoïdes, donc forcément ça faciliterait le match. Les rapports trop fréquents peuvent altérer la qualité du sperme de ton conjoint et des rapports trop espacés peuvent tout simplement rater la fenêtre de fertilité. Donc en général, les gynécologues recommandent d'avoir des rapports tous les 2 à 3 jours tout au long du cycle pour augmenter tes chances de conception. Et c'est ce qu'on m'a recommandé à moi aussi. Donc d'après ces recommandations, je me suis demandé quelles conséquences ça pouvait avoir. La première des conséquences que ça pourrait avoir, ce serait celle de transformer l'acte sexuel, qui est initialement un moment de plaisir et d'intimité, en une tâche à accomplir ou un espèce de travail. Un peu comme si tu devais cocher tes tâches sur un calendrier. Allez hop, c'est bon, tous les 2 jours, c'est checké. L'acte sexuel n'est donc plus une finalité, il est un moyen pour obtenir une finalité. Un objectif précis qui est celui d'avoir un enfant. Alors qu'à mon sens, il serait judicieux de toujours le voir comme une finalité et qui peut avoir ce pouvoir magique de déboucher à la création d'un enfant si on le souhaite. La deuxième conséquence que peuvent avoir ces recommandations, ce serait d'en faire un burn-out. Plusieurs de mes clientes m'ont en effet confié qu'elles avaient l'impression que l'acte sexuel était devenu comme un travail. Et lorsque la conception prend plus de temps qu'il n'en faut et que ce projet s'installe dans la durée, c'est une impression qui peut s'en trouver renforcée. Donc là où c'était initialement un moment de plaisir, finalement l'acte sexuel devient plus une contrainte. Elle va forcer les partenaires en ayant un rapport sexuel tous les 2 à 3 jours, en oubliant leurs besoins et en faisant de tout ça finalement une tâche mécanique et dénuée de tout plaisir ou de tout partage et d'intimité. Et le risque là-dedans, c'est d'aller au-delà de ses besoins, de négliger ses besoins en ne vivant que finalement pour remplir cette tâche, remplir ce projet de créer un enfant. On va dépasser sa limite d'investissement et ça peut conduire à cette impression de s'oublier soi-même, de ne vivre plus que pour ça, de vivre, penser, respirer, se réveiller que pour avoir cet enfant. D'où le risque de burn-out dont je parlais tout à l'heure. Le troisième risque, ce serait la perte de libido et de désir pendant la création de cet enfant. Dans le sens où on va tellement se mettre la pression à devoir avoir des rapports réguliers dans le but d'avoir cet enfant qu'on peut en arriver à ne plus avoir de désir ni de libido pour son partenaire, tant l'acte sexuel sera devenu une contrainte. Aussi, le fait d'avoir associé l'acte sexuel au moyen d'avoir un enfant peut conduire à une perte de libido et de désir une fois que l'enfant sera là. Parce que inconsciemment, il n'y aura plus de raison en fait de passer à l'acte une fois que l'objectif sera rempli, une fois que l'enfant sera là. Voilà pour ce qui en est de la partie des recommandations classiques et pour mes observations. Maintenant, j'aimerais vous partager un autre point de vue, plus simple et plus en phase avec la nature de l'homme. Et pour ça, j'aimerais revenir à un principe fondamental que la médecine semble peut-être avoir oublié. On sait que le cycle féminin est soumis à l'influence des hormones. Les œstrogènes et la progestérone assurent la coordination du cycle et préparent la muqueuse utérine en vue de l'implantation de l'embryon. Dans un cycle, on a 2 phases, la phase folliculaire et la phase lutéale, et entre les deux se situe la période d'ovulation. Environ 2 jours avant l'ovulation, dans le corps, il y a un pic d'estrogène. Et ensuite, il y a la progestérone qui va augmenter progressivement et chuter à la fin du cycle. Des scientifiques américains se sont intéressés à l'effet de ces 2 hormones sur l'appétit sexuel. Dans cette étude, plusieurs cycles menstruels de jeunes femmes ont été étudiés en détail. Chaque jour, les chercheurs les ont interrogées sur leur pratique et leur appétit sexuel. Ils ont aussi prélevé des échantillons salivaires. Ils ont ainsi pu mesurer la concentration en progestérone et en oestradiol, une hormone de la famille des estrogènes. Grâce à ces données, l'équipe a pu comparer les niveaux d'hormones ovariennes au cours du cycle avec l'appétit sexuel. Les oestradiols et la progestérone ont montré qu'elles ont 2 effets opposés sur le désir sexuel.
La première hormone, l'estradiol, augmenterait le désir sexuel et la deuxième, la progestérone, diminuerait le désir sexuel. Ainsi, la libido atteindrait son maximum autour du pic d'estrogène, donc autour de l'ovulation. Puis l'appétit sexuel diminuerait en même temps que le taux de progestérone augmenterait. La sexualité féminine serait donc gouvernée par ces substances chimiques tout au long du cycle. Donc pourquoi je te raconte tout ça? Pour te dire tout simplement qu'en vérité, la femme sait quand c'est le moment pour nous, quand c'est le bon moment pour avoir un rapport sexuel. Donc pourquoi on nous dit d'avoir des rapports tous les 2 ou 3 jours en vérité? Preuve à l'inverse, lors de la ménopause, on sait que la production d'œstrogène chute. Cette chute d'hormones pourrait donc être responsable de la baisse de libido qui peut être ressentie lors de la ménopause. Donc maintenant qu'on sait qu'instinctivement une femme sait quand c'est le moment pour elle d'avoir un rapport sexuel, qu'en est-il des hommes? Une autre expérience a montré que les hommes pouvaient distinguer les sous-vêtements qui étaient portés par les femmes en période ovulatoire comme étant plus agréables et plus sexy. En somme, plus attrayants. Une autre expérience célèbre a été faite dans une salle d'attente de dentiste où on venait pulvériser sur les sièges une hormone mâle. Les résultats ont montré que les femmes venaient s'y asseoir plus souvent alors que les hommes l'évitaient. Ces découvertes suggèrent donc que les hormones pourraient jouer un rôle dans l'attraction sexuelle. Ces molécules ne provoqueraient certes pas le comportement de reproduction, mais elles pourraient l'initier en favorisant le rapprochement physique. Alors pourquoi ne pas faire confiance à ces signaux naturels et laisser la magie opérer d'elle-même, sans pour autant devoir contrôler notre vie et la façon dont on vit dans le but d'avoir un enfant? Je pense que faire confiance à notre corps qui sait quand les choses doivent se faire peut peut-être être une meilleure approche et surtout une approche qui laisse plus de place à ce fameux lâcher-prise dont on parle si souvent et qu'on ne trouve jamais. Et je pense également que cette approche laisse plus de place au rêve et à la magie que rêvait la création d'un enfant. Donc si tu es en essai bébé aujourd'hui, je t'invite à être lucide et consciente de ce que tu vis, de ce que tu veux vivre aussi, maintenant que tu as toutes ces informations pour savoir où toi tu souhaites placer ton curseur. Sache en tout cas qu'écouter ton corps sera toujours la meilleure solution pour toi. Donc pour conclure cette vidéo, la réponse à la question à quelle fréquence faut-il avoir des rapports pour avoir un enfant, c'est à la fréquence qui sera la bonne pour toi. J'ajouterai aussi que tout ce qu'il y a dans cette vidéo sont le fruit de mes recherches personnelles, que tu as le droit de ne pas être d'accord et d'ailleurs que j'attends ton avis en commentaire de cette vidéo. Je n'affirme en aucun cas détenir la vérité de ce qu'il faut faire et j'ajoute dans la description de cette vidéo les sources desquelles je me suis inspirée pour faire cette vidéo si tu veux savoir où j'ai trouvé tout ça. En attendant, partage-moi ce que tu penses dans les commentaires, je serai ravie d'en débattre avec toi et de voir si tu as d'autres opinions sur le sujet. Si ce n'est pas encore déjà fait, abonne-toi et laisse-moi un pouce si tu as aimé.